Bonjour, donc nous allons poursuivre la discussion autour de l'immunogénicité des cancers et surtout sur la seconde partie du premier chapitre du cours de cette année sur les facteurs d'évasion et spécifiquement aux éléments de résistance du cancer à la réponse immune que nous avons discuté lors des deux cours précédents. Voici le plan du cours que j'entame aujourd'hui. Donc après une introduction, nous discuterons, comme vous pouvez le lire, les mécanismes d'échappement des tumeurs à la réponse immune, la dynamique de cet échappement. On verrait que ce n'est pas un phénomène établi une fois pour toutes. Le rôle des différents composants du micro-environnement tumoral. Vous verrez que nombreux sont ces composants, différents types de cellules en particulier, qu'il y a une place pour l'inflammation, à la fois dans la genèse des cancers et dans la résistance à la réponse immune, les macrophages qui ont un double rôle, favorable et défavorable au contrôle de la tumeur, les polynucléaires neutrophiles, les problèmes liés à la vascularisation et enfin un processus essentiel du développement des cancers qui est le processus métastatique, donc la diffusion à distance de cellules tumorales. Donc si on évoque ce sujet de la résistance, qui est évidemment très fort, puisque par définition, s'il n'y avait pas de résistance à la réponse immune des tumeurs, toutes nos tumeurs disparaîtraient spontanément, nous ne les connaîtrions même pas. Nous savons, et nous l'avons vu largement, qu'il existe une réponse immunitaire, que celle-ci peut être efficace, qu'elle a souvent besoin d'être aidée, et on y reviendra dans les cours suivants, mais il est important donc d'analyser de façon plus spécifique les différents éléments qui interviennent dans cette résistance, et on va voir qu'elle est multifacette. Un premier aspect concerne, à propos des lymphocytes, dont on a vu qu'ils étaient les effecteurs essentiels de l'immunité antitumorale, le fait que l'immunogénicité, c'est-à-dire que la reconnaissance des antigènes tumoraux, peut être inhibée, gênée, soit de façon directe, soit de façon indirecte, on va voir cela. Les inhibitions, les facteurs d'immunosuppression du contexte tumoral peuvent faire en sorte que les lymphocytes soient exclus de la tumeur, ne puissent y pénétrer, soit restent en périphérie, soit complètement absents. Et puis interviennent donc toute une série de cellules immunosuppressives, des lymphocytes eux-mêmes, les fameux lymphocytes régulateurs, mais aussi d'autres cellules d'origine hématopoïétique, les cellules myéloïdes, macrophages et polynucléaires, et d'autres cellules composant du micro-environnement, dont les fibroblastes, mais aussi, on le verra, le tissu nerveux et les vaisseaux. Donc ce phénomène, il est d'une certaine façon, j'ai écrit fréquent sur la diapositive, on peut dire même qu'il est constant, d'une importance variable, il est multifactoriel, et cette résistance à l'immunité antitumorale, elle peut être présente d'emblée, et faire en sorte qu'il y ait peu ou pas de réponse immunitaire, ou secondaire, avec les phénomènes de sélection en particulier, dont nous avons parlé lors du cours précédent, et il est clair que le temps de la métastase, si je puis dire les choses ainsi, c'est-à-dire la migration de cellules, est un moment où il y a une évolution de la relation entre l'immunité antitumorale et la tumeur, et donc une forme de résistance qui permet cette évasion métastatique dont je parlerai à la fin de ce cours. Alors, si on reprend les différents composants cellulaires, ceux qui sont impliqués dans la réponse immunitaire et ceux qui s'y opposent, donc qui font partie de la genèse de la résistance, on va retrouver une constante déjà évoquée dans les cours précédents, c'est l'hétérogénéité que l'on observe à la fois dans le type d'infiltrat et en termes de conséquences de ces infiltrats en fonction des tumeurs. Donc, cette image vous montre qu'en fonction du type de tumeur, vous voyez cancer du sein, mélanome, cancer du pancréas, un certain type de cancer du poumon, cancer du foie, etc. On va retrouver des cellules qui sont évidemment impliquées dans la réponse immunitaire, les lymphocytes TCD8 dont je vous ai abondamment parlé, les structures lymphoïdes tertiaires dont je vous ai abondamment parlé, et donc le fait ici que les cercles concernant le cancer du sein soient larges indique que ceci a été observé dans un plus grand nombre de patients, comme cela est indiqué ici. Donc, clairement, dans le cas du cancer du sein, la présence de ces deux éléments cellulaires de réponse lymphoïde sont favorables, mais sont également présents des lymphocytes régulateurs, assez souvent, et encore plus souvent des macrophages, dont des macrophages ayant le phénotype M2, on y reviendra, un certain type de réponse qui est associé à la résistance antitumorale. Et vous voyez qu'en fonction des tumeurs, les combinaisons sont variables. Si on va au cancer colorectal, contrairement à ce qui se passe pour le cancer du sein, de façon curieuse, on a l'impression que même la présence de lymphocytes régulateurs peut jouer un rôle favorable, même si on ne sait pas de quelle manière, et les macrophages sont plutôt
favorables à l'immunité antitumorale, bien qu'il existe parfois des macrophages de phénotype M2 qui soient associés à la résistance. Et à contrario, pour prendre un exemple complètement opposé, évidemment, de mauvais pronostics dans les cancers du rein, même la présence de lymphocytes TCD8 a un impact défavorable, sans que ceci soit clair en termes de mécanisme, ainsi que les lymphocytes régulateurs et ainsi que les macrophages. Et donc, vous voyez que les panoramas sont assez différents en fonction de type de cancer. Donc, stricto sensu, si on veut discuter de la résistance des tumeurs à la réponse immune, il faudrait le discuter tumeur par tumeur. Et évidemment, cela dépasse le cadre de ce cours, mais il est important de garder en tête cette réserve. Donc les facteurs pronostiques prédominants sont d'un côté la qualité des réponses immunes, au sens de reconnaissance et de mise en jeu de molécules effectrices, et à contrario de molécules inhibitrices, et interviennent à côté l'angiogenèse, c'est-à-dire la façon dont les vaisseaux se développent au sein de la tumeur. On va voir que les conséquences sur le développement tumoral et sur l'inhibition de la réponse immunitaire sont importantes, et le stroma, c'est-à-dire le reste du tissu qui est présent autour des cellules tumorales, mais aussi donc autour des cellules du système immunitaire. Et de façon assez simple, on peut considérer que sont de mauvais pronostics une réponse immune faible, on l'a largement débattu déjà, le fait qu'il y ait une angiogenèse importante, et on va voir pourquoi, et un stroma aussi très développé avec la présence de différents types de cellules et aussi de fibrose, par exemple, qui joue un rôle défavorable. On va le voir ainsi. Et on peut espérer que par la meilleure connaissance de ces différents facteurs qu'on va analyser plus en détail dans quelques minutes, on puisse à l'avenir mieux cibler les thérapeutiques, les adapter. On verra quelques pistes qui pourraient être envisagées pour agir sur ces différentes composantes. D'un côté, renforcer les réponses immunes, lever les inhibitions, on en a déjà parlé, mais agir sur l'angiogenèse, agir sur le stroma. Alors cette introduction nous conduit donc à évoquer maintenant de façon plus précise ces mécanismes d'échappement tumoral, et avec une constante que l'on retrouve déjà évoquée à propos de la réponse immunitaire elle-même lors d'un cours précédent, c'est qu'un élément de complexité supplémentaire, en plus des différences entre types de tumeurs, c'est que même au sein d'une même tumeur, et a fortiori au sein d'une même tumeur d'un même individu, il peut y avoir une hétérogénéité. Ici, vous avez des exemples dans le contexte de cancer du poumon, deux types de cancer du poumon, adénocarcinome à gauche, les cancers à cellules squameuses à droite, où chaque colonne représente, comme c'est indiqué ici, une région tumorale, et pour chaque région tumorale donc d'un cancer donné, ont été étudiés les profils d'expression des ARN messagers, aussi bien des ARN messagers qu'on le retrouve dans des cellules du système immunitaire, comme les lymphocytes TCD4, les lymphocytes B, les lymphocytes CD8, mais aussi d'autres cellules donc présents dans la tumeur, comme les macrophages, les polynucléaires, etc. etc. Et vous voyez que très clairement, les zones de gauche ont des images surtout bleues ou violettes, c'est-à-dire qu'elles correspondent à une faible infiltration par des cellules du système immunitaire, alors que les zones de droite, en marron, et c'est vrai pour les deux types de tumeurs, indiquent que ce sont des zones où l'infiltrat humain est beaucoup plus fort. Donc au sein de la même tumeur, vous voyez que cohabitent des zones à fort infiltrat humain, et avec beaucoup de variantes, avec des cellules qui sont des effecteurs de la réponse immune, comme les CD8, celle ici la cinquième ligne, et des cellules qui sont éventuellement plus liées à la résistance, comme les polynucléaires. Et donc tout ceci cohabite au sein d'une même tumeur d'un même individu, juste pour vous donner un élément de complexité dont il faudrait aussi tenir compte pour évaluer globalement ces mécanismes d'échappement tumoral. Alors un premier aspect de l'échappement tumoral, on l'a déjà évoqué précédemment, c'est la perte de reconnaissance des néo-antigènes, donc qui sont générés, je vous le rappelle, le plus souvent par la survenue de mutations somatiques qui génèrent des protéines à séquences un peu différentes et qui peuvent être reconnues par le système immunitaire. Cette perte de néo-antigènes, elles peuvent être la conséquence d'une délétion de ce gène muté, donc il est perdu par la tumeur et donc par définition le peptide reconnu par les lymphocytes est perdu, ou par des phénomènes de suppression, soit suppression par régulation négative de l'expression du gène, donc un mécanisme épigénétique, ou éventuellement en faisant intervenir d'autres éléments. Et puis, il peut intervenir par le phénomène de la sélection, c'est-à-dire dans une situation hétérogène, comme on vient de le voir. Il y a d'une part des cellules tumorales qui expriment un néoantigène donné, d'autres qui ne l'expriment pas, et celles qui expriment le néoantigène sont éliminées par la réponse immune efficace, mais qui ne touchent pas les autres cellules, et ces autres cellules donc
sont susceptibles de provoquer le développement de la tumeur et donc son échappement. Voici un exemple d'un de ces mécanismes ici de délétion où on peut montrer qu'il y a ce qu'on appelle des pertes d'allèles par copy number, CN en anglais, ça veut dire qu'on compte pour un gène donné si on trouve, comme il se doit, les 2 copies, émanant d'une paire de chromosomes, ou bien si on en perd une, voire même 2. Et vous voyez ici, dans l'évolution d'une tumeur, qu'on a des copies qui peuvent d'ailleurs être parfois en nombre augmenté, ça arrive dans l'autre sens qui est amplification de gènes, mais donc 2 est le nombre normal, mais on trouve aussi des situations où il n'y a plus qu'une seule copie, et même avec l'évolution d'une même tumeur, ce sont une tumeur évaluée à 2 temps différents, la perte complète des 2 allèles, et bien par définition, si ces allèles codaient pour un néoantigène, il n'y a plus aucune chance que la réponse immune puisse s'exercer. Et en fonction du nombre de patients, on peut s'apercevoir qu'il y a parfois un très grand nombre de régions avec des pertes d'allèles. Vous avez ici une distribution nombre de patients. Il y a certaines situations où on peut avoir jusqu'à plus de 30 pertes d'allèles correspondant la plupart du temps à la perte d'expression de néoantigènes impliqués dans la réponse immunitaire. Donc ceci se combine, si on réfléchit encore sur la notion de défaut de réponse immunitaire, avec la perte, cette fois-ci, non pas du gène qui code pour le néoantigène, mais la perte des gènes qui codent pour les molécules d'histocompatibilité. Il va de soi que si une telle molécule est perdue, eh bien le néoantigène, le peptide qui constitue ce néoantigène, ne pourra pas être présenté aux lymphocytes T, et donc il n'y aura pas non plus de réponse immunitaire. Donc dans les situations, et les choses se combinent, dans les situations où il y a ce qui est marqué en anglais LOH, qui veut dire loss of heterozygosity, perte d'un allèle, eh bien, lorsque ceci est observé, donc qui diminue les chances d'avoir une réponse immunitaire, en fait, on observe moins, on est à 1 et il n'y a pas de diminution, moins de déplétion, de perte d'allèles de néoantigènes. Donc les deux se combinent. Si on perd les molécules HLA, d'une certaine façon, pour raisonner de façon simpliste, on n'a pas besoin de perdre l'expression du néoantigène pour faire qu'in fine, eh bien, la réponse immunitaire puisse être lésée. Et ici, ce sont des exemples dans le cadre de cancers à nouveau du poumon, soit adénocarcinome, soit les cancers à cellules squameuses, et qui montrent donc que ces deux effets se combinent, soit la perte d'allèle HLA, soit la perte d'allèle qui code pour des néoantigènes. Et donc, globalement, si on fait le sommaire, la synthèse de ces données, on a perte d'allèle codant pour des néoantigènes, perte éventuellement d'expression des molécules HLA, ou bien, ce n'est pas indiqué sur cette diapositive, suppression de l'expression, blocage de l'expression, qui peut être par exemple lié à des phénomènes de méthylation des gènes qui font qu'ils ne puissent pas être exprimés, mais évidemment la résultante est la même, que le gène soit perdu ou que l'expression du gène soit perdue. Dans les deux cas, le néoantigène ne sera pas exprimé. Donc en termes de mécanisme d'échappement tumoral, on a une situation où soit la perte de néoantigène, je répète ce que je disais, soit la perte d'allèle HLA peut entraîner l'échappement, mais de plus, d'autres événements peuvent se combiner pour provoquer l'échappement par perte de la réponse immunitaire, qui est le défaut de protéines également exprimées, également nécessaires, à la présentation d'antigènes, même si les molécules HLA sont là. Et puis, à cela se surajoute le rôle de molécules inhibitrices. Et à partir de toutes ces notions, sans entrer dans trop d'éléments de détail, on peut calculer, par exemple, des scores d'évasion immunitaire. Donc, évidemment, si on perd beaucoup de néoantigènes, s'il y a une perte d'allèle HLA, s'il y a une perte d'autres molécules impliquées dans la réponse immune, et si, au contraire, s'expriment des molécules inhibitrices, on peut sommer ces données et voir dans quelle mesure elles impactent le pronostic. Et c'est ce qui est montré ici dans cet exemple, où c'est la survie sans maladie, sans cancer de patients, où sont poolés un grand nombre de tumeurs, de différents types dans ce cas-là. Évidemment, il faut aussi mener ce type d'analyse tumeur par tumeur, on a vu les hétérogénéités. Mais vous voyez que pour les patients pour lesquels le score d'immunoévasion, entre guillemets, est faible, donc ces éléments interviennent moins, la chance de survie avec un contrôle de la tumeur est bien supérieure à celle des patients courbe rouge, où par contre, il y a beaucoup d'éléments qui constituent des facteurs d'évasion, dans ceux qui sont indiqués plus haut ici, et qui ont pour conséquence, et de façon extrêmement significative, un pronostic très défavorable. Donc c'est une façon de montrer par cette très forte corrélation qu'effectivement,
la perte de reconnaissance ou de reconnaissance de néoantigènes par les lymphocytes T au sein d'une tumeur, ou l'inhibition de cette fonction par des molécules inhibitrices, ou plus exactement encore la conjonction des deux, est de pronostic défavorable. Et donc évidemment, c'est encore une autre façon de dire que la réponse immune est importante et que ceci ouvre des pistes, dont on discutera plus tard, d'actions possibles pour régénérer, entre guillemets, au moins dans une certaine mesure, lorsque cela est possible, une réponse immunitaire contre la tumeur. Donc on peut illustrer ce que je viens de vous dire avec ce petit schéma où vous avez en haut une situation où à la surface de la cellule tumorale, il y a une diminution du nombre de molécules HLA. Donc diminution du molécule HLA a pour conséquence le fait qu'un lymphocyte T donné reconnaissant un peptide donné présenté par une molécule HLA donnée, ici de classe 1, ne trouvera pas sa cible, et donc la tumeur ne pourra pas être reconnue et pourra proliférer. Donc ceci s'observe encore une fois, en particulier par des pertes d'allèles HLA. Et ici, autre circonstance où par contre, il n'y a pas de perte des molécules HLA, elles sont présentes. Les lymphocytes T, ça c'est le bon versant des choses, peuvent être activés et une forte réponse immunitaire peut être observée. Et on va voir dans un instant que de la diversité, on peut avoir un facteur d'évaluation de la diversité des peptides que les molécules HLA de classe 1 peuvent présenter pour un individu donné, et que meilleure est cette diversité, meilleure est la chance d'une forte réponse, et donc meilleur est le pronostic de la réponse immunitaire. Donc une composante non négligeable de l'échappement tumoral en termes de défaut de réponse immunitaire se joue autour de l'expression des molécules HLA et de leur capacité d'association à un plus grand nombre de peptides. On reviendra sur ce point. Alors, cette notion d'échappement n'est pas, je l'ai déjà dit, statique, elle est tout à fait dynamique au cours du temps d'évolution d'un processus tumoral. Et pour cela, je vais vous montrer ce qu'il en est, à nouveau en prenant comme modèle le cancer du poumon à travers une très belle étude qui a étudié de façon sérielle l'évolution vers un cancer du poumon à partir de cellules normales. Les auteurs de ce travail ont défini 8 stades histologiques. Je ne vais pas entrer dans toute la description histologique des tumeurs, mais qui vont procéder de ce qui est en haut un tissu bronchial normal, donc stade dit 0, jusque à l'extrémité, le stade numéro 8, qui est, comme vous pouvez le lire, un carcinome invasif où la structure anatomique est complètement détruite et où les cellules tumorales d'origine épithéliale prolifèrent. Et puis, il y a des stades intermédiaires ou d'hyperplasie des cellules épithéliales, de métaplasie, c'est-à-dire de modification de leur état, de maldysplasia, c'est-à-dire qu'elle commence à prendre une plus grande ampleur. Vous voyez, il y a un épaississement de l'épithélium ici, là c'est un peu plus sévère, encore plus sévère, et là on arrive au stade de cancer in situ, c'est-à-dire qu'il y a une tumeur, mais elle n'est pas encore invasive, elle ne dépasse pas son cadre anatomique, et c'est ce qui finit par arriver à ce stade numéro 8. Donc ce que les auteurs ont fait ici, c'est à partir de prélèvements à ces différents stades obtenus de patients, ils ont étudié l'analyse d'expression de gènes par les cellules présentes et montré que progressivement vont apparaître, au fur et à mesure de l'évolution vers le stade de cancer invasif, vous allez le voir en fin de parcours sur ce travail, des éléments immunosuppresseurs à l'égard de la réponse immunitaire. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ont étudié, donc, je le répète, les profils d'expression de gènes au sein des tumeurs, stade par stade. Donc, vous voyez par exemple tout en haut ici, pour un groupe donné de gènes qui sont impliqués dans la prolifération cellulaire. Donc ici, c'est stade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que plus on avance dans le processus tumoral, plus il y a expression de gènes associés à la prolifération cellulaire, ce qui n'est pas vraiment une surprise. A contrario, il y a des groupes de gènes comme celui-ci qui sont liés à la réparation de l'ADN, dont l'expression décroît. Et puis pour d'autres groupes de gènes, je ne vais pas entrer dans tous ces détails ici, il y a d'abord par exemple une croissance, comme c'est le cas ici, même si c'est un groupe de gènes un peu hétérogène, puis une décroissance. Bref, il y a différents profils, mais pour le propos qui est le mien ici, je vais discuter ce qui concerne plus particulièrement les cellules du système immunitaire, et donc la réponse immune contre ce processus tumoral en train de se développer entre les stades 0, c'est-à-dire c'est normal, et 8. Donc vous avez ici la composition des zones tumorales en polynucléaires, macrophages différenciés en M1, donc plutôt antitumoraux, efficaces en réponse antitumorale. Ici, les cellules mastocytaires activées ou au repos. Ici, les lymphocytes CD4
activés, les lymphocytes CD4 naïfs en jaune. Ici encore, de haute population CD4, les cellules B mémoire, les cellules folliculaires helper T qui aident les lymphocytes B à produire les anticorps, les cellules dendritiques au repos, les cellules B naïves mémoire, les cellules NK activées au repos. Et donc les populations sont définies à travers leur profil d'expression de gènes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de variations et qu'en fonction du type de développement tumoral, la composition en cellules immunes et leur état d'activation varient beaucoup. Par exemple, on voit que pour le nombre de la composition polynucléaire a tendance à augmenter. Pour ces macrophages également, il y a une disparition progressive de mastocytes au repos, dont je ne connais pas la signification, l'augmentation de mastocytes activés, et ainsi de suite. Beaucoup de variations, mais en soi, ces variations-là, s'ils nous indiquent qu'il y a un processus dynamique d'impact du développement tumoral sur le système immunitaire, ils ne nous disent pas quand même grand-chose encore sur la capacité de réponse. Ce qui est plus flagrant, et à mon avis, qui est très, très marquant dans cette étude, c'est ce qui est indiqué ici, toujours en fonction des 8 stades, du stade d'une cellule bronchiale normale au stade d'un cancer invasif en 8, je vous rappelle. Vous avez ici l'étude de l'expression de gènes qui codent pour des molécules immunosuppressives. Certaines dont on a déjà parlé, comme CTLA4 ou TIGIT, PD1 ici, IDO1 qui est une enzyme qui transforme le tryptophane en kynurénine et en molécule immunosuppressive, CD274 qui est également immunosuppressive. Et vous voyez que dans les stades 7 et 8, cancer in situ, je vous rappelle en 7, cancer invasif en 8, clairement, il y a une augmentation nette d'expression des gènes, donc des transcrits qui sont présentes. Et également, on le retrouve pour certaines cytokines qui sont immunosuppressives, comme l'interleukine 10, qui est classiquement immunosuppressive, même s'il peut y avoir parfois d'autres fonctions, et le TGF-bêta. Donc plus le cancer avance dans son processus de malignité, plus il s'accompagne d'une augmentation de molécules immunosuppressives, et donc qui montre qu'il y a une interaction dans un sens qui s'oppose plutôt à la réponse immune à partir du développement du cancer et donc d'influence du cancer sur le système immunitaire. On va voir de quelle manière, et notamment à travers le micro-environnement. Mais ceci illustre bien la dynamique de ce processus et qui n'est pas établie une fois pour toutes. Et on pourrait imaginer une poursuite de cette étude où, à partir d'une tumeur donnée, si on y a accès, si éventuellement il y a récidive, d'analyser ce qu'il en est sur des tumeurs récidivantes chez le même patient, et au niveau des métastases, on pourrait trouver encore des évolutions, et malheureusement sans doute dans un sens d'immunosuppression. Donc on peut essayer de concevoir une espèce de modèle d'échappement tumoral à la réponse immune, pour l'instant strictement en discutant la réponse immunitaire. Donc dans des étapes précoces de l'oncogenèse, il y a un événement favorable à la réponse immune qui est, je le répète, on en a déjà beaucoup parlé, le fait que des mutations génèrent de néo-antigènes susceptibles d'être reconnus par les lymphocytes T, CD8 et CD4 dans une certaine mesure, que donc cela va engendrer une réponse immune plus ou moins efficace, mais qui peut avoir comme conséquence de sélectionner des cellules résistantes parce qu'elles n'expriment pas, par exemple, tel ou tel néo-antigène, et donc favoriser la prolifération des lésions précancéreuses ou cancéreuses plus agressives et qui n'expriment pas donc, des néo-antigènes reconnus par des lymphocytes T. Et de plus, ces cellules sont capables d'exercer des fonctions immunosuppressives, soit directement, soit indirectement. Donc directement, par exemple, en exprimant un ligand de molécules qui inhibe la réponse T, comme PDL1 par exemple, on y reviendra, soit indirectement à travers les cellules du micro-environnement tumoral. Et une des façons qu'a le cancer d'évoluer vers un processus assez résistant, pour des tas de raisons sur lesquelles je vais revenir, à la réponse immune, c'est l'évolution d'une cellule épithéliale, typiquement d'un cancer bronchopulmonaire, vers un état de cellules mésenchymateuses, donc une espèce de transdifférenciation, qui a été beaucoup étudié par les oncologues, qui est un événement fréquent des cancers d'origine épithéliaux, qui est de mauvais pronostic, et qui, pour ce qui nous concerne dans le contexte de l'étude des réponses immunes, est très importante parce que c'est un contexte, on va le revoir, défavorable en raison du type de micro-environnement tumoral, défavorable à la réponse immunitaire. Donc on peut schématiser, vous voyez, un processus progressif, évidemment défavorable au contrôle du cancer, et donc se retrouver dans une situation in fine, du fait de cette transition et de cette modification anatomique du cancer, dans des situations où des cellules épithéliales tumorales échappent
complètement, même avec une barrière anatomique aux réponses immunes qui pourraient encore survenir. Donc il y a accumulation de facteurs entre la perte de certains néoantigènes, des facteurs immunosuppressifs et une barrière anatomique qui se crée par la transition épithélio-mésenchymateuse et la fibrose qui est associée. Donc ceci nous amène très directement à discuter le rôle du micro-environnement tumoral, c'est-à-dire le contexte dans lequel la tumeur se développe et qui a été reconnu dans ces dernières années pour des tas de raisons importantes d'oncogenèse, mais aussi, pour ce qui nous concerne ici, concernant à propos de la réponse immunitaire, le contrôle ou la résistance de la tumeur à la réponse immunitaire. Donc là, on ne peut pas ne pas ignorer l'extraordinaire hétérogénéité des micro-environnements tumoraux en fonction de type de tumeur. Et c'est ce que je vais essayer d'évoquer ici à travers quelques exemples issus d'une revue d'une jeune chercheuse française qui est maintenant à l'Institut Curie, Madame Salmon. Vous avez pour commencer l'exemple des glioblastomes. Les glioblastomes sont des tumeurs cérébrales de mauvais pronostic. Et donc la tumeur est organisée comme sous cette forme de petits cylindres. Et vous pouvez voir, vous avez la légende en bas à droite ici, que sont présents évidemment quelques cellules du système nerveux, sont présents en petite quantité des macrophages, en rose ici, et présents en petite quantité, très petite quantité des lymphocytes T, donc les cellules susceptibles d'être impliquées dans une réponse immune. Donc l'espèce de carte d'identité de présence de cellules du système immunitaire dans cette tumeur, c'est qu'en rouge, quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de cellules. Il y a relativement beaucoup de macrophages qui peuvent avoir un rôle favorable ou défavorable, on va le revoir, à la réponse immune antitumorale. Il y a très peu de lymphocytes T. Il n'y a pas, vous voyez ici, de ces structures lymphoïdes tertiaires dont je vous ai déjà parlé et dont on sait qu'elles sont un élément de bon pronostic. Il n'y a pas un grand développement de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire de la façon dont les fibres de collagène et d'autres tissus s'organisent autour de la tumeur. Et il y a peu aussi d'éléments de production d'anticorps, de lymphocytes B produisant des anticorps. Donc voilà à peu près un profil schématique de glioblastome, en sachant en plus qu'il y a évidemment des variations individuelles. Si on regarde maintenant ce qu'il en est pour les mélanomes, vous voyez que l'image est complètement différente. Vous avez ici des nodules tumoraux qui sont représentés, avec la présence d'un grand nombre de lymphocytes T, et une vascularisation, dont je n'ai pas dit un mot ici, qui est présente aussi, quelques éléments vasculaires, quelques fibroblastes, comme c'est ici en vert, mais vous voyez que globalement, en termes de réponse immune, la situation est a priori plus favorable. Il y a des macrophages, beaucoup de lymphocytes T, donc ça on sait que c'est favorable. Il peut y avoir des structures lymphoïdes tertiaires. Il y a une matrice extracellulaire qui est un peu plus développée, ça c'est pas forcément un élément favorable, on y reviendra. Et il y a des lymphocytes B qui produisent des anticorps qu'on peut trouver avec les structures lymphoïdes tertiaires dans le contexte des mélanomes. Vous voyez que l'image est très très différente de celle des glioblastomes. Si on regarde maintenant le cancer du pancréas, vous voyez qu'on a une image encore très très différente, où le cancer a une forme de canaux ductal, comme on dit, avec ce qui frappe immédiatement cette image, c'est une présence de la matrice extracellulaire en très très grande quantité entre les cellules tumorales. Il y a présence de macrophages, il y a un peu de lymphocytes T, schématisé ici, donc beaucoup de matrices extracellulaires et guère de réponse B, pas non plus de structure lymphoïde tertiaire. Vous pouvez concevoir assez aisément que dans un tel contexte, avec une fibrose qui caractérise cette matrice extracellulaire, c'est que l'accessibilité des cellules tumorales aux lymphocytes T est réduite. Et donc évidemment, ceci est un facteur d'échappement tumoral très important lié au micro-environnement, en sachant que cette matrice extracellulaire, elle est produite par les fibroblastes, donc les cellules qui sont ici imagées en petite, presque pas tout à fait ellipse verte. Autre exemple, ici, les cancers du poumon dont je parlais à l'instant. À nouveau, le cancer apparaît sous forme de canaux de cellules bronchiques. Il y a un certain degré de matrice extracellulaire, plus souvent que dans d'autres formes de tumeurs, on trouvera des macrophages, des lymphocytes, des structures lymphoïdes tertiaires qui peuvent être plutôt de bon pronostic, et même des lymphocytes B, mais un certain degré quand même donc de matrice extracellulaire qui sépare potentiellement les cellules du système immunitaire des cellules cancéreuses. Et enfin, pour terminer, à titre d'exemple, évidemment, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres à discuter. Cancer du rein, on a une situation
qui est complexe, avec l'empilement des cellules tumorales, la présence vasculaire relativement importante, des fibroblastes, quelques lymphocytes T potentiellement, quelques lymphocytes B, mais encore une fois, une structure qui n'est pas extrêmement favorable au développement in situ d'une réponse immunitaire. Il n'y a pas de structure lymphoïde tertiaire, par exemple. Et donc, on sait que c'est une forme de cancer, a priori de relativement pas très bon pronostic, même si l'immunothérapie peut avoir ici un bénéfice. Donc, si on reprend les éléments que j'ai évoqués à travers ces exemples de tumeurs, donc l'hétérogénéité, elle est fondée sur l'organisation de la tumeur, qui peuvent être en paquets cellulaires ou en tubes, en canaux, on l'a vu, évidemment, qui favorisent ou non leur accessibilité aux cellules du système immunitaire. Donc la relation entre tumeurs, à travers ces mutations, ces néo-antigènes et sa capacité de présenter des antigènes aux lymphocytes T. L'importance de la fibrose de la matrice extracellulaire, j'en ai dit un mot en signalant par exemple que c'était très marqué dans le cadre du cancer du pancréas, ici, à titre d'exemple. La composition donc des cellules de cet micro-environnement, les fibroblastes, très importants puisque ce sont ces cellules qui produisent la matrice extracellulaire, mais aussi les péricytes, où sont les vaisseaux, les cellules endothéliales des vaisseaux, dont on va voir qu'elles ont des capacités d'induire des phénomènes d'immunosuppression très très forts. Et puis bien sûr la composition en cellules immunes, celles qui sont favorables à la réponse immune anti-cancer, lymphocytes T CD8 en particulier, mais d'autres moins favorables, lymphocytes T régulateurs et les macrophages qui sont capables d'agir dans les deux sens en fonction de leur programme. Donc si on reprend l'action de ces différents types de cellules au sein, et de quelle façon ces cellules peuvent moduler la réponse immunitaire au sein du tissu tumoral, les fibroblastes en premier, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Comme vous pouvez le lire, ils constituent, à travers la production de la matrice extracellulaire, ils constituent, et c'est un élément essentiel, une barrière physique que ne peuvent pas franchir ou très difficilement franchir les lymphocytes T, et donc qui est un élément majeur de cette réponse immune, ou de cette difficile réponse immune, pardon. Il module aussi la perméabilité vasculaire, parce que là aussi, le dépôt de la matrice extracellulaire module considérablement la vascularisation, la contraint, et fait en sorte que, par exemple, l'afflux de cellules du système immunitaire peut être réduit. Ces cellules sont par ailleurs capables de produire directement des éléments immunosuppresseurs, comme les prostaglandines, PGE2, comme l'oxyde nitrique, NO, ou comme la cytokine IL-6, qui a un effet un pro-inflammatoire mais immunosuppresseur, qu'on a déjà vu, par exemple, être présente en grande quantité dans les cancers du poumon au stade de cancer invasif. A contrario, montrer que les choses ne sont pas univoques, les fibroblastes peuvent produire des chemokines comme CCL2 qui attirent des cellules du système immunitaire, encore que CCL2 joue un rôle favorisant l'afflux de monocytes, dont le rôle peut être soit protumoral, soit antitumoral. Donc les choses ne sont pas à nouveau univoques. Si on commence à s'intéresser aux vaisseaux, on n'est pas parlé jusque-là, et je vais y revenir dans un peu plus de détails dans un instant. Ces vaisseaux jouent un rôle extrêmement important. D'une part, par définition, ils sont les éléments de nutrition de la tumeur, donc indépendamment de la réponse immunitaire. Ils sont les éléments qui permettent une migration de cellules immunes vers la tumeur, donc qui sont favorables à une réponse immunitaire. Et ceci joue beaucoup autour de l'expression de molécules d'adhésion, que les molécules ICAM, qui sont nécessaires à l'adhésion des leucocytes, puis à leur migration transendothéliale vers la tumeur. Mais les vaisseaux peuvent aussi produire des facteurs immunosuppresseurs, comme NO, qu'on a déjà vu, ou IDO, cette enzyme qui permet la fabrication de substances immunosuppressives. Et l'interaction entre les cellules endothéliales et autour d'elles les péricytes aussi joue un rôle dans la modification de la perméabilité vasculaire, la capacité de cellules immunes de franchir cette barrière pour atteindre la tumeur. Donc des multiples composantes vasculaires. Alors ensuite, il faut aussi tenir compte de cellules dont on a dit un mot dans le premier cours, qui sont les cellules immunes qui sont présentes dans le tissu où se développe le cancer et qui sont vraiment des cellules très très importantes et qui potentiellement jouent un rôle majeur dans l'efficacité de la réponse immunitaire à travers les cellules dendritiques présentes, donc qui vont être capables bien sûr d'apporter par migration des antigènes, de néo-antigènes
vers les ganglions où seront activés des lymphocytes T, et où les cellules résidentes mémoire, on en a parlé, souvenez-vous, dans un cours précédent, peuvent être mises en jeu rapidement et de façon efficace à travers la production de cytokines et exercer une fonction cytotoxique. Il semble que ces cellules T mémoire résidentes, même s'il est moins simple de comprendre quels antigènes elles reconnaissent, jouent un rôle essentiel dans l'efficacité d'une réponse immune. Je vous l'ai montré au moins dans un modèle expérimental. A contrario, les macrophages qui sont présents dans les tissus, qui sont assez peu à l'état basal pro-inflammatoire, peuvent exercer un effet négatif en modulant l'expression de la matrice extracellulaire et aussi en modulant par des molécules immunosuppressives la réponse immune. Alors, il faut aussi tenir compte, ceci peut vous surprendre un peu plus, le fait que pour certains types de tumeurs, celles qui sont essentiellement à l'interface avec le milieu extérieur, donc on peut penser à l'arbre respiratoire et à l'intestin, qui contient par ailleurs un microbiome physiologique, c'est que le rôle de produits microbiens peut avoir un effet sur la réponse immune. On va le retrouver même dans un cours suivant comme influençant l'efficacité de l'immunothérapie, ce qui est tout à fait troublant. Donc les microbiotes locaux produisent des produits métaboliques qui peuvent être pro-inflammatoires et favorables à une réponse immunitaire, par exemple. Mais les choses sont sûrement un peu plus complexes que cela, mais il ne faut pas oublier cette composante. Et enfin, il faut aussi évoquer le système nerveux. De façon variable, des cellules du système nerveux sont présentes dans des tumeurs, même celles qui ne sont pas directement insérées au sein du système nerveux, qu'ils soient central ou périphériques, parce qu'ils produisent des médiateurs comme les médiateurs adrénergiques, indiqués ici en bas à gauche, qui peuvent exercer, on le reverra, un effet sur la réponse immunitaire. Ils peuvent moduler l'angiogenèse et ils produisent des facteurs d'interférence, de recrutement de macrophages, donc qui aussi, en règle de façon plutôt négative, influent sur l'impact de la réponse immune. Vous voyez la complexité de ce micro-environnement, de la façon dont il s'organise, du type de cellules présentes, de leur état d'activation et de leur programme de différenciation, résulte tout un ensemble de composants qui, in fine, agissent de façon favorable ou défavorable à l'égard de la réponse immune. Et on va aller un tout petit peu plus avant dans l'étude de ces composants maintenant. Donc, si on prend la situation concernant les cellules tumorales elles-mêmes, il y a des facteurs qui sont clairement négatifs à l'égard de la réponse immunitaire, des facteurs qui peuvent être présents dans tous les types de tumeurs, donc c'est marqué ici comme universel ou bien propre à certaines tumeurs, donc unique, par exemple la dépendance hormonale de certains cancers. On peut penser au cancer de la prostate avec les androgènes, par exemple, c'est une caractéristique des cancers de la prostate. Donc cette caractéristique hormonale, c'est une caractéristique des tumeurs, des cellules tumorales et qui favorise leur croissance aux dépens de la réponse immunitaire. Les oncogènes, c'est chaque type de tumeur a ses oncogènes activateurs. Et alors, directement à l'égard de la réponse immunitaire, là, on l'a vu, la perte des allèles HLA ou bien d'autres molécules nécessaires à la présentation des antigènes par les cellules tumorales vont avoir un effet défavorable. Tout ce qui est en rouge ici ou rose contribue à une réponse immunitaire de moins bonne qualité. A contrario, les cellules tumorales peuvent être dans une situation où ils présentent beaucoup de néoantigènes, néoantigènes qui varient d'une tumeur à l'autre, et même on l'a vu d'une région d'une tumeur à l'autre. Ils peuvent produire des chémokines qui attirent des cellules du système immunitaire. Ils peuvent répondre à l'interféron gamma, ce qui est favorable à une réponse immune. Donc il y a des facteurs défavorables et favorables. C'est pour les cellules tumorales elles-mêmes. Pour les cellules du stroma, fibroblastes, cellules endothéliales et péricytes des vaisseaux, fibres nerveuses, on vient de le voir à l'instant. Donc globalement et de façon assez spécifique pour chaque tumeur, il crée, je l'ai évoqué, une barrière physique d'accès des cellules du système immunitaire à la tumeur, donc un stroma difficilement pénétrable. Ils sont pleins d'agents immunomodulateurs. Par immunomodulateur, c'est immunosuppresseur pour l'essentiel, et de neurotransmetteurs qui ont aussi les mêmes conséquences. Et enfin, les cellules du système immunitaire, donc qui sont présentes, je me répète, mais c'est de temps en temps pas mal de le faire, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes T régulateurs, les cellules T cytotoxiques, donc ça c'est l'effecteur principal de la réponse immune, grâce à la présentation des antigènes par les cellules dendritiques, les cellules NK, autres effecteurs, les cellules T, CD4, helper, dont on a vu qu'elles sont également utiles, et les lymphocytes B qui sont également utiles. Donc schématiquement, les 5 populations du dessous ici sont favorables parce qu'elles exercent des fonctions cytotoxiques, elles produisent des cytokines pro-inflammatoires qui favorisent un développement de macrophages antitumorales, donc tuant des cellules tumorales.
S'ils sont présents en grande quantité, si on a un infiltrat important, on sait que c'est de bons pronostics. Ils forment ces structures lymphoïdes tertiaires qui sont très actives dans la réponse immune antitumorale, et les cellules dendritis favorisent la présentation croisée des antigènes et donc la reconnaissance ensuite par les lymphocytes T cellulite. A contrario, ces cellules-là, plutôt les macrophages, les polynucléaires d'une manière générale, on va revoir comment, et les cellules T régulatrices jouent un rôle plutôt négatif parce qu'ils produisent des cytokines immunosuppressives comme l'interleukine 10 ou le TGF-bêta. Ils modifient le métabolisme qui est défavorable au développement, par exemple à l'expansion des cellules T nécessaires à la réponse immune. On sait que s'il y a beaucoup de cellules myéloïdes, le pronostic est moins bon parce que ces cellules, on va le voir encore, exercent des fonctions immunosuppressives. C'est particulièrement le cas pour les polynucléaires. Et il crée cet état dont on a beaucoup discuté dans le cours précédent, je vous en rappelle, d'épuisement, d'exhaustion des lymphocytes effecteurs qui ne deviennent plus capables d'exercer leurs fonctions effectrices à l'égard des cellules tumorales. Voilà. Donc, si on reprend les choses de façon directe en ce qui concerne les tumeurs, la perte d'expression des néoantigènes, soit par délétion, soit par suppression, donc un facteur épigénétique, évidemment un élément qui bloque une réponse immune, la perte d'expression des molécules HLA ou de molécules impliquées dans la présentation d'antigènes. Je vous renvoie au premier cours, tout premier cours de cette année, qui vous rappelait les schémas par lesquels les antigènes étaient présentés par les cellules dendritiques ou lymphocytes T, que ce soit CD4 ou CD8. Donc si cette machinerie est perturbée, évidemment, il y aura moins de peptides présentés par les molécules HLA. Il peut y avoir un effet d'inhibition directe de l'attraction des cellules dendritiques, donc il en résultera une moindre présentation d'antigènes. Il peut y avoir un effet des molécules immunorégulatrices, on les a vues comme PDL1, PDL2 et d'autres, qui inhibent l'activation des fonctions effectrices des lymphocytes et des lymphocytes NK. Et puis encore, c'est un cas particulier pour les cancers de l'ovaire, qui produisent à leur surface des grandes quantités de mucine, qui à nouveau constituent une barrière anatomique qui empêche l'interaction avec les cellules du système immunitaire. Donc voilà au moins 5 types de mécanismes partagés de façon variable par différents types de tumeurs qui exercent un effet immunosuppresseur direct dans le contexte du développement de la tumeur. De façon indirecte, donc, est créé un environnement immunosuppresseur par les fibroblastes, par exemple, parce qu'ils produisent ce stroma, cette barrière extracellulaire qui limite, la pénétration des cellules du système immunitaire, des effets immunosuppresseurs directs des macrophages et des polynucléaires, des cellules nerveuses, des cellules T régulatrices, on en a parlé, et des cellules endothéliales, on va y revenir. Vous allez voir l'ensemble des fonctions que peuvent exercer ces cellules qui exercent un effet négatif d'immunosuppression. Donc vous voyez que le nombre de paramètres qui interviennent directement liés à la tumeur ou liés à son environnement est absolument considérable et finissent par déterminer la capacité ou l'incapacité ou le degré de capacité, on pourrait dire les choses plus correctement, de développement d'une réponse immune in situ au sein de la tumeur. Donc, une des conséquences possibles, c'est que du fait donc, de la mise en jeu de tous ces paramètres, c'est que les cellules lymphoïdes effectrices, les CTL, les lymphocytes cytotoxiques CD8 ici, en fait, et les cellules dendritiques, se retrouvent en périphérie de la tumeur. Et que in situ, on va trouver plutôt des macrophages, les TAM, tumeurs associated macrophages, donc les macrophages associés à la tumeur, qui sont plutôt immunosuppresseurs. Et les cellules qui devraient être actives, elles sont en périphérie, donc avec une action limitée. Donc évidemment, ce n'est pas une situation favorable. La situation favorable, c'est plutôt celle-là, où, je l'ai dit dès le premier cours de cette année, il y a une corrélation entre bon pronostic d'une tumeur et le fait qu'on retrouve au sein de la tumeur, comme c'est imagé ici, un grand nombre de lymphocytes effecteurs, comme des lymphocytes CD8, qui produisent des effecteurs interféron gamma, le granzyme, qui est une des protéines impliquées dans la cytotoxicité. Alors ces cellules, éventuellement, elles peuvent être l'objet d'une immunosuppression, par exemple l'expression de PDL1, donc les cellules sont présentes, et dans cette situation-là, probablement pas très actives, parce que elles sont à des degrés divers d'épuisement et liés à l'expression de protéines immunosuppressives, y compris aussi la présence de T régulateurs qui expriment FOXP3. Mais même si cette situation donc, est insuffisante pour le contrôle de la tumeur,
elle est intéressante à différencier de celle-là, parce qu'on sait que on y reviendra, que c'est dans ce contexte-là que les interventions d'immunothérapie visant à bloquer l'immunosuppression, par exemple liée à PDL1, je vous détaillerai cela dans un prochain cours, va agir et va permettre de, entre guillemets, réveiller les lymphocytes T intratumoraux et leur permettre d'exercer leur fonction antitumorale. Alors que dans ce contexte-là, la probabilité qu'un traitement qui viendrait bloquer ce type d'expression de molécules comme PDL1, même s'il est exprimé, aura moins de chances d'avoir un effet, parce que les cellules sont en périphérie, ne sont pas capables de pénétrer dans la tumeur, et malheureusement ne pourront toujours pas pénétrer dans la tumeur dans cette stratégie thérapeutique. Donc vous voyez qu'il est important de bien décrire, et il y a encore une autre situation qu'on verra dans un instant, de bien décrire l'état donné d'une réponse immune d'une tumeur, parce qu'il, d'une certaine façon, on peut considérer aujourd'hui qu'il a relative valeur prédictive à l'égard de stratégies thérapeutiques sur lesquelles je reviendrai. Et donc ici, dans cette situation-là, on ne peut pas envisager simplement une immunothérapie par des anticorps monoclonaux qui bloquent les freins des réponses immunes, donc qui réactivent les réponses immunitaires, parce que cette tumeur, elle est entre guillemets froide, on comprend l'image, froide en termes de réponse immune, il ne se passe rien à l'intérieur de la tumeur. Donc si on veut arriver à développer des thérapeutiques fondées sur la mise en jeu d'une réponse immune efficace contre la tumeur dans un tel contexte, il va falloir trouver d'autres stratégies. Certaines sont évoquées ici. Par exemple, essayer d'entraîner une inflammation au sein de la tumeur, peut-être par un effet de l'irradiation, par une vaccination in situ qui provoque un afflux de cellules du système de l'immunité innée, activer les récepteurs de l'immunité innée comme les toll-like récepteurs, qui pourraient favoriser un infiltrat de cellules inflammatoires et par ce biais engendrer une réponse immunitaire. Induire par d'autres molécules l'expression d'agents de co-stimulation des lymphocytes, une capacité de pénétration, ou encore agir en inhibant les fonctions suppressives des macrophages qui sont présents dans la tumeur. C'est autant de stratégies pour lesquelles beaucoup de recherches sont en cours. On en dira un petit mot en fin de cours cette année, mais qui aujourd'hui, malheureusement, pour l'essentiel, ne sont pas encore opérationnelles. Mais à nouveau, la distinction de ces deux types de situations sont essentielles pour définir les stratégies d'immunothérapie. Alors, je viens de parler d'inflammation, et donc je vais développer un peu plus la relation tumeur-inflammation, dont on va voir que c'est une réaction complexe, parce qu'on va voir trois choses. On va voir que l'inflammation peut induire un processus tumoral. On va voir qu'un certain type d'inflammation, évidemment ce ne sont pas les mêmes, vont avoir un rôle favorable permettant d'induire des réponses immunes efficaces, notamment des macrophages, et à l'inverse, une inflammation immunosuppressive. Donc c'est vraiment une entité ici qui est extraordinairement hétérogène, et le mot recouvre des concepts et des actions biologiques très distinctes. Alors le premier point, ces relations entre inflammation et jeunesse de cancer. En fait, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cancers, on a une action préalable, ne serait-ce qu'à travers les exposants chimiques ou les rayons ultraviolets dont je vous ai parlé au début du cours en disant qu'ils généraient des mutations, mais à côté de ça, ils provoquent aussi une forme d'inflammation, de réaction de l'immunité innée et l'activation de polynucléaires et de macrophages. Il peut en être aussi d'infections bactériennes chroniques ou virales, j'ai évoqué cela un tout petit peu aussi au début du cours, et qu'un processus qui perdure d'inflammation au niveau d'un tissu, mettons un tissu épithélial, peut générer la présence de lésions précancéreuses, comme on le discutait tout à l'heure pour le cancer bronchique, qui va finir par évoluer en processus cancéreux avec évidemment la production par aussi les cellules inflammatoires, notamment les macrophages de type M2, les macrophages suppresseurs, de facteurs qui vont favoriser le développement cancéreux, TGF-bêta, interleukine 10, des facteurs angiogéniques comme le VEGF par exemple, et qui font que cette tumeur se développe, même si éventuellement une réponse immune contre cette tumeur est possible. Mais donc ces rôles de l'inflammation, comme on peut l'observer dans la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, où dans un certain nombre de cas, la maladie évolue vers un cancer du côlon, des pancréatites, donc une inflammation chronique du pancréas, qui peuvent évoluer vers un cancer du pancréas, des inflammations chroniques osseuses, ou les inflammations même non alcooliques, l'hépatostéatose non alcoolique, NASH en anglais, du foie est un état précancéreux, idem d'inflammation de la thyroïde. Bref, on connaît beaucoup de situations médicales d'inflammation chronique qui peuvent,
de façon obligatoire, mais évoluer vers un cancer, et qui implique différents types de facteurs qui vont évidemment des lésions directes de l'ADN, donc la génération de mutations, qui vont à le fait que la répétition de l'inflammation, donc de l'activation cellulaire, génère beaucoup de divisions cellulaires, augmente le nombre possible d'erreurs et donc de mutations, mais aussi, et c'est le point important de cette image-là et de cette diapositive, active de façon chronique les cellules de l'immunité innée comme les polynucléaires et les macrophages, qui produisent des facteurs immunosuppresseurs et donc qui favorisent le développement de lésions précancéreuses en cancer. Et vous avez ici une liste que je ne lirai pas, parce qu'elle serait trop longue, d'exemples de ce dont je viens de parler. Je vous en reprends un ou deux autres qui n'étaient pas sur la diapo précédente. On sait par exemple que les cancers de l'œsophage sont favorisés par la prise longue d'alcool ou le tabac qui crée des lésions inflammatoires de l'œsophage qui, in fine, peuvent donc se transformer en cellules cancéreuses. Il en est évidemment de même avec le tabac et le cancer du poumon et ainsi de suite. Voilà. Donc si on reprend cet aspect cancer et inflammation, exprimé ici encore d'une autre façon, vous avez ici une barrière épithéliale, si on considère surtout les cancers épithéliaux. Cette barrière peut être modifiée, soit par des états pro-inflammatoires comme l'obésité, dans une certaine mesure l'âge, qui est favorable à cela, donc qui crée du stress, une activation de l'immunité innée et des processus oncogéniques, et une évolution vers un processus cancéreux, mais aussi une activation de réponse immune. Les choses ne sont pas univoques. La réponse immune peut être générée par cette inflammation et la mise en jeu d'éléments qui sont essentiellement défavorables, la survie des cellules cancéreuses, associée à un processus d'angiogenèse nécessaire à leur vascularisation, la fibrose dont on a vu qu'elle jouait un rôle important pour bloquer, freiner la réponse immune de ces lymphocytes, et puis l'évolution en épithélio-mésenchymateuse qui, elle aussi, est défavorable à la réponse immunitaire. Néanmoins, l'inflammation peut, dans certains cas, permettre l'activation, l'infiltration et les fonctions effectrices des cellules T, NK, B et la présence des cellules dendritiques, une réponse immune efficace, mais à contrario, avoir un environnement, au contraire, immuno-inflammatoire suppresseur, avec la présence d'autres cellules, comme les cellules T régulatrices, certaines autres fonctions T sur lesquelles je reviendrai, et la production d'agents immunosuppresseurs comme le TGF-bêta. Donc, sur cette image, vous avez les trois points que je voulais évoquer. Le fait que l'inflammation peut favoriser le développement d'une tumeur, que l'inflammation peut être favorable au développement de la tumeur ensuite en étant immunosuppressive à certains types d'inflammation, et qu'à contrario, au contraire, d'autres types d'inflammation favorables à l'activation des cellules dendritiques notamment, va permettre une réponse immune relativement efficace. Donc ces trois aspects interviennent et ils constituent, in fine, les éléments qui constituent le fait qu'une réponse immune puisse se développer ou non. La situation la plus péjorative est typiquement celle qui est montrée sur cette diapositive, qui est une situation d'exclusion. Vous avez les cellules tumorales ici en rose, et entourées d'une couronne de fibroblastes, les CAF, les Cancer Associated Fibroblasts, qui créent une couronne donc, qui peut en plus produire un réseau fibreux qui font que les cellules du système immunitaire sont bloquées en périphérie. Et on a cette image d'exclusion que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, qui est évidemment défavorable et qui est aussi une situation, malheureusement, pour laquelle les stratégies d'immunothérapie par les anticorps sont inefficaces, parce que ces anticorps, même s'ils permettraient à ces lymphocytes d'être des effecteurs plus actifs, ne leur permet pas d'être actifs au contact de la tumeur. Donc c'est une situation particulièrement complexe face à l'immunothérapie. Donc interviennent à nouveau les éléments de vascularisation là, qui favorisent le développement tumoral, puis les métastases, mais qui interviennent aussi de façon favorable lorsque cette vascularisation est de bonne qualité pour la migration des cellules du système immunitaire. Et enfin, il y a ce point à nouveau négatif, qui est la modification de cellules épithéliales qui se transforment en cellules mésenchymateuses, qui sont des cellules qui sont capables de s'entourer à nouveau de barrières de matrices extracellulaires et qui répondent moins bien aux réponses immunes. Donc, on a ici différents composants qui sont globalement liés initialement à l'inflammation, mais défavorables au développement de la réponse immunitaire. Donc, on peut donner quelques exemples moléculaires
de ces points que j'ai évoqués en termes généraux jusqu'à présent. Voici une donnée issue d'un travail relativement récent et qui concerne alors une tumeur particulière, parce que ce n'est pas une tumeur solide, c'est une leucémie, c'est des cellules qui infiltrent la moelle osseuse et éventuellement d'autres tissus, mais aussi il y a des questions d'environnement autour de ces cellules et la capacité du système immunitaire ou non de s'attaquer aux cellules leucémiques. Donc voici ici la situation de leucémies aiguës myéloblastiques, qui sont donc des leucémies aiguës qui sont originaires des précurseurs des cellules myéloïdes, que sont les polynucléaires et les macrophages, mais à un stade très indifférencié encore. Il y a plusieurs types de leucémies aiguës myéloblastiques qu'on appelle M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe les détails ici. Mais vous voyez ici que pour les leucémies de type M4 et M5, c'est assez souvent, pas toujours, et à un degré variable, mais assez souvent, ces cellules expriment une molécule qui s'appelle LILRB4. Qu'est-ce que c'est qu'LILRB4 on va voir dans un instant ses conséquences, mais retenons pour l'instant donc que c'est un type de tumeur qui exprime une protéine particulière à sa surface. Et on peut montrer qu'elle joue un rôle sur la migration de cellules leucémiques, parce que si on inactive l'expression de cette molécule, excusez-moi, LILRB4-KO, donc la situation d'inactivation, eh bien la capacité de migration des cellules est réduite, donc, ce qui est déjà un premier élément. Et si on essaye d'étudier in vitro, évidemment ce sont des modèles artificiels par rapport à la physiologie, physiopathologie, mais in vitro, l'interaction entre cellules leucémiques et lymphocytes T, on s'aperçoit qu'on a dans le contexte où la molécule LILRB4 n'est pas exprimée, donc c'est ici, on va avoir pour conséquence le fait, pardon, c'est ici qu'elle n'est pas exprimée, excusez-moi, la capacité des lymphocytes T en rouge, c'est le nombre de lymphocytes T qui est présent au sein du paquet de cellules leucémiques, est normal par rapport à une croissance de lymphocytes T en l'absence de cellules tumorales dans un certain milieu qui permet sa prolifération. Mais si les cellules leucémiques expriment bien la molécule LIRB4, donc c'est la situation en noir, eh bien la prolifération des lymphocytes T est bloquée. Vous voyez, donc contact entre des lymphocytes T et une tumeur qui exprime tumeur leucémique myéloblastique qui exprime LILRB4, pas de prolifération T, donc la capacité de cette molécule de bloquer la prolifération des lymphocytes T, qui est restaurée si les cellules tumorales n'expriment pas LILRB4 par modification génétique. Donc voilà un facteur d'environnement lié à l'expression d'une molécule par la tumeur qui inhibe de façon puissante l'activation des lymphocytes T. Et le mécanisme est supposé être celui-ci, et probablement juste. LILRB4 est une molécule membranaire qui s'associe à une apolipoprotéine, qui s'appelle apolipoprotéine E. Et lorsque cette interaction survient, elle active une voie de signalisation qui passe par une phosphatase qui s'appelle SHIP2, le facteur de transcription NF-κB, qui induit la production par la cellule leucémique, le myéloblaste, d'une molécule l'arginase dont on sait qu'elle a une action immunosuppressive, et aussi de facteurs liés aux plasminogènes qui ont pour conséquence de diminuer l'activation des lymphocytes. L'arginase est encore une fois une molécule immunosuppressive, donc réduit la prolifération des T, comme on l'a vu dans la diapo précédente, et augmente la capacité des lymphocytes, la capacité de la tumeur, la capacité des myéloblastes à proliférer dans un environnement qui est plus favorable. Donc voilà typiquement un exemple, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais cette protéase libère les cellules, le passage, si je puis dire, des cellules dans l'environnement, en l'occurrence essentiellement de la moelle osseuse, et inhibe une fonction des lymphocytes susceptibles de bloquer la prolifération des myéloblastes. Donc c'est un exemple de molécule parmi beaucoup d'autres qui favorise l'évasion d'un cancer, en l'occurrence ici d'une leucémie aiguë myéloblastique. J'ai déjà beaucoup parlé de macrophages. Je pense qu'il faut continuer à en parler parce qu'ils sont présents en grand nombre. Ce sont les macrophages associés aux tumeurs. Je l'ai déjà évoqué, mais on va le revoir maintenant avec un peu plus de détails. Ils exercent plusieurs types de fonctions favorables ou défavorables à la prolifération tumorale. Voici la situation favorable, schématisée ici, où vous avez donc un contexte de tumeur
ou à partir de cellules stressées qui libèrent des signaux de danger ou d'un certain degré de mort cellulaire, l'activation possible des cellules dendritiques, si il y en a à proximité, et le recrutement de lymphocytes T qui vont être efficaces et vont permettre la régression tumorale. Et dans ce contexte-là, les macrophages, vous avez ici en jaune un macrophage, il peut être activé par l'interféron dont je vous ai déjà parlé, et l'interféron gamma et aussi les interférons de type 1, et être dans un état que l'on qualifie de plutôt M1, où ils produisent toute une série de cytokines qui sont favorables. Donc, à nouveau, on retrouve les interférons. Ils expriment très bien les molécules d'histocompatibilité qui favorisent l'activation de la réponse immunitaire. Et d'autres, ils produisent des chémokines qui recrutent encore d'autres molécules utiles à la réponse immunitaire. Donc ça, c'est une situation où les macrophages contribuent à l'immunité antitumorale. Et par eux-mêmes, comme je vous l'ai montré dans un cours précédent, ils vont être capables de tuer, de phagocyter directement ou indirectement avec l'aide d'anticorps des cellules tumorales. Donc ça, c'est le rôle favorable des cellules macrophagiques au sein d'une tumeur. A contrario, la balance peut pousser les macrophages vers un autre programme de différenciation où ils vont produire d'autres types de molécules qui sont essentiellement des molécules immunosuppressives comme le TGF-bêta que j'ai déjà cité, l'interleukine 6, aussi le VEGF qui favorise la croissance vasculaire et les effets indirects immunosuppresseurs des vaisseaux au sein des tumeurs. Donc on a ici une situation de macrophages qui sont immunosuppresseurs et qui exercent des fonctions juste opposées à celle qui est indiquée ici. Donc évidemment, toute la question de savoir, c'est qu'est-ce qui fait que, in fine, les macrophages évoluent vers un programme plutôt de type immunosuppresseur, défavorable au contrôle de la tumeur, ou à l'inverse, favorable au contrôle de la tumeur par l'activation en particulier des réponses adaptatives et par la phagocytose. Alors, il n'est pas facile de répondre à cette question, mais on peut en étudier quelques éléments. Voici un exemple d'une étude qui est faite à l'échelle unicellulaire, où on analyse la présence des cellules et l'expression des gènes qui permettent de reconstituer les programmes des cellules au sein d'un type de cancer, ici le cancer du foie humain, et on regarde la composition en cellules dans différents états d'activation au sein de la tumeur corps, donc c'est vraiment à l'intérieur de la tumeur, c'est là où les choses, on attend une réponse immunitaire, à sa périphérie, tumor edge, dans le foie adjacent, dans des ganglions à distance de drainage, dans le sang ou dans une acide, où ces tumeurs peuvent s'accompagner d'acide. Et donc évidemment, l'image la plus intéressante, enfin la plus représentative, mais évidemment il est pertinent de comparer aux autres situations anatomiques, c'est celle du tumor corps, donc au sein de la tumeur. Et on voit la cartographie ici, et que plus les petits rectangles sont rouges ou marrons, plus cela veut dire que la population donnée est présente. Et vous pouvez voir que si dans le contexte de la dernière colonne ici, sans regarder tous les différents paramètres de cellules dans telle ou telle situation, eh bien on retrouve en marron foncé ici des cellules CD8 qui expriment la molécule PD1 et qui correspondent à des cellules T épuisées. Donc ça, c'est une situation d'une tumeur au sein duquel il y a des lymphocytes T, donc où il n'y a pas eu une exclusion, comme on l'a vu tout à l'heure, mais des lymphocytes T qui ne sont pas fonctionnels. Et au sein de la même tumeur, et cette fois-ci on s'intéresse aux macrophages, c'est cela dont je veux vous parler, on trouve certaines populations de macrophages, la troisième ici, celle-ci à nouveau, ou encore celle-là, et ces macrophages expriment tel ou tel type de gène, ou les cellules dendritiques ici, et donc parmi tous ces macrophages intratumoraux, on a la présence d'un certain profil de réponse macrophagique. Et on va voir que ce profil macrophagique est un profil immunosuppresseur. En effet, si ensuite on catégorise les différentes tumeurs de différents individus, différents patients qui ont un cancer du foie, donc on répète cette analyse, ici c'est un seul malade, mais imaginez qu'on répète cela sur toute une série de cas différents, et on peut établir, si vous voulez, un certain score. Est-ce que ces cellules-là sont particulièrement fréquentes au sein de la tumeur, ou à l'inverse, est-ce qu'elles sont moins fréquentes? Et ce qu'on observe, c'est dans les situations où il y a beaucoup de ces cellules, de ces tumeurs associated macrophages, TAM, lorsqu'ils sont présents en grande quantité et qu'on analyse le pronostic, eh bien, on s'aperçoit ici que le pronostic est moins bon. Ce n'est pas un effet de tout ou rien, bien évidemment, mais enfin, là, il y a une corrélation entre la présence de macrophages qui sont immunosuppresseurs, même si je ne vous l'ai pas montré, et un moins bon pronostic. Ça, c'est pour l'ensemble des macrophages. C'est un certain type de macrophage qui exprime une certaine molécule immunosuppressive. On a exactement la même chose.
Et là, c'est un peu moins flagrant, mais il y a quand même une différence, au moins pendant 4-5 ans, entre les patients dont les tumeurs expriment un certain type de macrophages immunosuppresseurs. Donc c'est cette étude qui relie de façon fine à l'échelle unicellulaire l'analyse précise des populations de macrophages et aussi de lymphocytes T, on l'a vu, présents dans la tumeur, dans le corps de la tumeur, avec la clinique, le pronostic de la tumeur, est une façon indirecte, certes, corrélative, certes, mais la meilleure que l'on puisse proposer pour indiquer que ces macrophages intratumoraux exercent un rôle, et dans l'exemple précis ici, un rôle immunosuppresseur. Donc on peut, ce schéma illustre ce que je viens de vous dire. Au sein de la tumeur, c'est cet ensemble ici. Il y a des macrophages présents qui expriment, et des cellules dendritiques qui expriment LAMP-P3 et qui sont des cellules plutôt immunosuppressives. On retrouve aussi des lymphocytes T régulateurs, je ne vous en ai pas parlé. Donc c'est un environnement qui est plutôt défavorable au sein de la tumeur. C'est différent de ce qui peut se passer dans un ganglion lymphatique, dans le foie non tumoral, etc., etc. Évidemment, ce qui compte, c'est ce qui se passe au sein de la tumeur, même s'il y a une connexion avec les tissus environnants. Un autre exemple ici, macrophage et immunosuppression, ou à nouveau fondé sur le même type d'analyse, qui concerne cette fois-ci non plus des cancers du foie, mais des tumeurs des ovaires ou des tumeurs du sein, où c'est le même type d'analyse, en fait, c'est l'expression de gènes et donc indirectement de cellules au sein de la tumeur. Et dans le travail qui est fait ici, on s'aperçoit que dans certains cas, la molécule CD24, on va voir dans un instant de quoi il s'agit, une molécule exprimée à la membrane cellulaire, est fortement exprimée. Parce que quand c'est rouge, à nouveau, c'est très très fort. Et OV, c'est ovaire. Donc dans le cancer de l'ovaire, on trouve souvent une expression forte de la molécule CD24, alors que par exemple, à l'autre extrémité du spectre, AML, c'est-à-dire leucémie aiguë myéloblastique, dont je viens de vous parler, il n'y a pas d'expression de CD24. Donc là, on observe que ces cancers de l'ovaire expriment souvent la molécule CD24. Et si on regarde, est-ce qu'il y a une relation entre expression de CD24 et pronostic, la réponse est qu'il y a une relation pronostique, même si globalement c'est un cancer de mauvais pronostic. Vous avez ici la survie sans rechute de patients. Vous voyez que les patients qui ont une tumeur qui exprime fortement CD24 en rouge ont un pronostic vital, et enfin en tous les cas de survie sans rechute qui est mauvais, puisque au bout de 1500 jours, ça fait à peu près 5 ans, tous les malades ont rechuté, alors que pour les patients dont les tumeurs n'expriment que peu CD24, certes, il y a encore beaucoup de rechutes, mais enfin, il y a des patients qui n'ont pas de rechute du tout, y compris au bout de 10 ans, plus de 10 ans. Et il en est de même pour le cancer du sein, où la présence de CD24 est un rôle péjoratif sur le risque de rechute. Ici, c'est la survie globale, mais cela revient au même, le cancer de l'ovaire, cancer du sein. Donc, comment cette molécule CD24, exprimée à la surface de la cellule tumorale, exerce un effet défavorable. Donc, ceci a été montré, et c'est une belle illustration de mon point concernant le rôle des macrophages dans l'immunosuppression, c'est que la molécule CD24, ici à la surface de la cellule cancéreuse, peut agir avec une molécule qui est présente à la surface de macrophages, qui s'appelle Siglec-10, peu importe les détails. Et ce qui compte, c'est la résultante, c'est que l'interaction entre CD24, encore une fois à la surface tumorale, et cellules macrophagiques, a un effet inhibiteur de la phagocytose. Je vous ai indiqué dans les cours précédents qu'une des fonctions effectrices importantes de la réponse immune antitumorale, c'était la phagocytose de cellules tumorales par les macrophages. Eh bien, cette interaction moléculaire inhibe cette phagocytose, et donc si on regarde le nombre de phagocytes présents dans la tumeur, dans un système d'analyse, si on ajoute un anticorps anti-Siglec-10, donc qui neutralise cette interaction, on arrive à augmenter la phagocytose largement d'un facteur 2. Donc ceci est tout à fait significatif. Si on le regarde ici dans un contexte de cancer de l'ovaire et qu'on étudie la phagocytose de base des cellules tumorales par des macrophages avec un anticorps contrôle qui ne reconnaît pas
les molécules d'intérêt ici est faible, il y a une très faible phagocytose. Si on ajoute un anticorps anti-CD24 à nouveau qui neutralise cette interaction, on augmente la phagocytose. Idem avec un anticorps CD47 qui agit de l'autre côté. Et si on combine les deux, c'est encore un peu mieux. Donc on peut envisager, à partir de ce résultat, qui montre donc que la fonction antitumorale des macrophages peut être neutralisée, au moins inhibée partiellement par l'action d'une molécule exprimée à la surface d'une cellule tumorale. Première observation. Et deuxième observation intéressante, c'est que ceci ouvre une perspective thérapeutique, puisqu'on peut imaginer de traiter les patients par des anticorps reconnaissant CD24, par exemple, ou éventuellement son ligand, pour favoriser in vivo, restaurer la destruction des cellules tumorales par les macrophages. Donc ça illustre bien le point que je fais ici. Alors, une autre forme d'échappement possible est cette fois-ci liée indirectement encore à la tumeur, mais dans un contexte où interviennent des hormones. C'est ici l'exemple du cancer de la prostate. Il est bien connu que le cancer de la prostate dépend d'hormones androgènes. Donc la croissance tumorale, elle est... Excusez-moi, j'ai été trop vite. La croissance tumorale, elle est liée au fait que dans l'environnement, il y a une sécrétion d'hormones androgéniques, testostérone, etc., qui se fixent sur le récepteur, et qu'en se fixant sur son récepteur, cela va favoriser l'expression de gènes qui sont favorables à la croissance tumorale. Il n'y a rien d'immunologique dans tout cela. Il est bien connu que dans l'évolution des cancers de la prostate, eh bien, une forme de traitement, c'est de bloquer la production des androgènes, donc une castration chimique, l'administration d'anti-androgènes, et donc il y a moins d'androgènes ou presque plus d'androgènes au contact des cellules tumorales, et de ce fait, la croissance tumorale stoppe. Okay. Mais ce qui peut se passer, c'est que dans un second temps, après qu'il y ait eu ce traitement qui soit inhibiteur des androgènes par molécules anti-androgéniques, eh bien, soit présent dans l'environnement tumoral de cellules myéloïdes qui sont essentiellement polynucléaires, mais éventuellement macrophagiques, qu'on appelle les MDSC en anglais, des cellules myéloïdes suppressives. Donc, dans l'environnement tumoral, si ceci survient, ces cellules peuvent produire une cytokine qui s'appelle l'interleukine 23. Et l'interleukine 23 va agir sur un récepteur qui est à la surface de la cellule tumorale prostatique, le récepteur de l'interleukine 23, activer une voie de signalisation et qui va restaurer en grande quantité l'expression des récepteurs, va surexprimer les récepteurs aux androgènes, et qui va faire que même s'il y a peu d'androgènes disponibles, va restaurer une prolifération tumorale. Donc vous voyez comment l'interaction entre des cellules du système immunitaire, mais immunosuppressives, qui peuvent être présents dans un micro-environnement tumoral, va restaurer une capacité de prolifération et échapper à un traitement, et donc échapper globalement, entraîner un échappement tumoral, donc l'effet négatif de cette forme d'immunosuppression. Alors voilà pour les macrophages. Je pense qu'il est aussi important de parler des polynucléaires neutrophiles, dont on va voir qu'ils jouent un rôle important et plutôt négatif dans la réponse antitumorale. On sait que sous l'effet de cytokines comme le GM-CSF, qui sont produits parfois dans l'environnement tumoral, par les macrophages entre autres, il peut y avoir à la fois un recrutement de polynucléaires, une attraction, même si ça interviennent aussi des chémokines, une activation de polynucléaires, et ces polynucléaires activés vont avoir une action qui, pour l'essentiel, est de nature immunosuppressive, donc être un frein à la réponse immunitaire. Ceci est montré de différentes manières. Vous avez ici l'exemple du rôle d'un transporteur membranaire d'acide arachidonique, de lipides, donc on est lié au médiateur lipidique, qui s'appelle FATP2, qui est codé par le gène dont vous avez le nom ici, mais en soi pas très intéressant. Et si on regarde ce qui se passe pour deux types de tumeurs, chez la souris, modèle de lymphome EL4, ou leucémie lymphoïde chronique, et qu'on regarde l'expression de ce gène FATP2, donc ce transporteur membranaire d'acide arachidonique, je vous montrerai après comment ça fonctionne, vous voyez que par rapport à une situation contrôle, dans la tumeur, cette molécule est fortement exprimée. Il en est de même ici dans la leucémie lymphoïde chronique. Donc c'est une tumeur, une protéine qu'on trouve dans la tumeur. Et on peut montrer que cette protéine a un rôle dans la croissance tumorale, parce que si on en inactive l'expression par modification génétique, eh bien la croissance tumorale, en rouge,
ici de la leucémie lymphoïde chronique, est nettement moindre que ce qu'est la croissance tumorale dans le contexte où cette protéine est présente. Idem pour la tumeur EL4. Donc cette protéine qui est présente dans les tumeurs joue un rôle sur la croissance tumorale, et donc on sait que c'est un transporteur membranaire d'acide arachidonique. Et on peut montrer, et c'est là qu'interviennent les polynucléaires neutrophiles qui expriment cette protéine, c'est que dans le contexte d'une souris immunodéficiente, donc qui n'a pas de capacité de produire une réponse immune contre une tumeur, si on a une certaine croissance tumorale, et qui est marquée en bleu, ici par la courbe bleue, en fonction du temps, croissance de la tumeur. On peut essayer d'ajouter un inhibiteur de ce FATP2, puisqu'on pense qu'il a un effet défavorable à une croissance tumorale, mais dans un contexte où il n'y a pas de réponse immune, l'agent qui s'appelle l'hypofermata, l'inhibiteur de FATP2, ne change rien. Vous voyez que la croissance tumorale est la même. Donc s'il devrait y avoir un effet bénéfique de l'inhibition de FATP2, il faut que la réponse immunitaire T puisse se faire. Et effectivement, c'est ce qu'on observe ici, puisque là, si on a à nouveau la croissance tumorale, c'est le contexte de la leucémie lymphoïde chronique chez la souris, croissance tumorale sans aucune espèce de modification. Si j'ajoute l'inhibiteur des FATP2, vous voyez qu'on réduit la croissance tumorale, on ne l'abolit pas, mais c'est la courbe rouge maintenant qui se compare à la courbe bleue. Et on peut essayer de faire mieux, c'est de combiner cette inhibition de la croissance tumorale à un traitement qui réveille les réponses immunitaires avec un anticorps anti-CTLA4 dont on va beaucoup reparler plus tard. Et c'est la courbe en noir. Avec la courbe noire par rapport à la courbe bleue, c'est aussi un progrès. Donc ce sont un effet partiel de l'activation d'une réponse immunitaire T. Et maintenant, si on combine les deux, on bloque FATP2 et on active les lymphocytes T via l'anticorps anti-CTLA4, on abolit à peu près complètement la croissance tumorale. Donc il y a ici la combinaison d'un réveil d'une activation de lymphocytes T dont on reparlera, et de neutraliser l'action inhibitrice de polynucléaires, et qui marche ainsi. Donc ce FATP2, qui est ce transporteur d'acide arachidonique, il est exprimé à la surface des polynucléaires neutrophiles. Son expression est induite par le GM-CSF, donc cette cytokine activatrice des polynucléaires. Et sous l'effet du transfert d'acide arachidonique au sein des polynucléaires, l'acide arachidonique est un lipide est transformé en prostaglandine E2, qui est un puissant agent immunosuppresseur, et donc qui exerce un effet immunosuppresseur sur les lymphocytes T. Donc il est logique, dans ce contexte où on peut mettre en évidence cette action favorable à la tumeur, défavorable à la réponse immune des polynucléaires neutrophiles, il est logique de penser qu'une neutralisation de cette molécule pourrait exercer un effet bénéfique sur la réponse antitumorale. C'est juste ce qu'on a observé in vitro, enfin pas in vitro, excusez-moi, in vivo ici, dans un modèle expérimental de souris atteinte d'une leucémie lymphoïde chronique. Donc voilà un effet immunosuppresseur lié au polynucléaire et qui pourrait peut-être être une source de nouvelles thérapeutiques à l'avenir. Et on verra tout à l'heure que les polynucléaires sont également impliqués dans le processus de métastase, favorisent le processus de démastase. Mais avant, un mot sur la vascularisation, qui est les vaisseaux auxquels j'ai déjà fait allusion à plusieurs reprises et qui sont un élément important du micro-environnement tumoral. Il faut, en gros, schématiquement, je vais vous indiquer ce qu'il en est. La vascularisation ne se fait pas d'une façon harmonieuse, elle est anarchique avec des îlots d'étranglement, un flux vasculaire qui est perturbé, et les conséquences métaboliques sont qu'il y a une acidose, je me suis trompé sur cette diapositive, une acidose, une baisse du pH, et non pas une flèche qui augmente, une acidose, je dis bien, et une hypoxie, donc par défaut de flux sanguin suffisant. Et ceci exerce toute une série d'effets immunosuppresseurs au niveau de la tumeur, mais aussi des cellules myéloïdes suppressives dont j'ai dit un mot, et des cellules dendritiques, l'expression de la molécule PDL1, le ligand de PD1, donc, qui favorise l'épuisement des lymphocytes T et qui inhibe leur fonction. Ça favorise le développement des lymphocytes T régulateurs et des macrophages suppresseurs. Donc tous trois éléments d'ordre immunosuppresseur. Et par ailleurs, d'autres types d'actions au niveau vasculaire, avec la production de molécules immunosuppressives, le TGF-bêta, le VEGF, l'adénosine, qui ont différentes actions, qui vont inhiber ici les capacités de migration des cellules immunes. Donc ça favorise le processus d'exclusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'on ne trouve pas au sein de la tumeur, parce que les cellules immunes
des cellules immunes parce qu'elles ne sont pas capables donc, de migrer en son sein. Et par ailleurs, ces molécules induisent l'expression à la surface des cellules endothéliales, on va le revoir dans une image dans un instant, d'une molécule qui s'appelle le Fas ligand qui favorise l'apoptose, donc la mort des cellules du système immunitaire qui expriment Fas. Donc toute une série d'événements qui sont immunosuppressifs liés au vaisseau. Donc c'est schématisé ici, on retrouve ces éléments. Vous avez ici le vaisseau, dont vous voyez qu'il a une structure anarchique dans le contexte de la tumeur. Certes, il apporte des nutriments, de l'oxygène et éventuellement des cellules du système immunitaire, mais dans des conditions qui ne sont pas favorables. Et toutes les conséquences de ce environnement tumoral pathologique, et en particulier de ces vaisseaux anormaux, sont de favoriser les différentes constituants qu'on a déjà vus, la fibrose, qui va être défavorable à la migration des cellules immunes au sein des tumeurs, l'hypoxie, on l'a vu, l'augmentation du VEGF, je viens d'en parler, donc un défaut de migration, d'apport des lymphocytes et cytotoxiques, l'augmentation de PLL1, ici marqué en rouge, qui rend ces cellules moins sensibles à l'action des cellules du système immunitaire, et des facteurs immunosuppresseurs. Donc tout ceci se combine avec un rôle important des vaisseaux. Et pour terminer ce cours, un mot sur le processus métastatique. Le processus métastatique, c'est un aboutissement très important du processus tumoral, puisqu'ils sont responsables de la plupart des décès de cancer, avec l'apparition de métastases dans différents tissus, les os, le foie, le poumon, quel que soit le cancer original. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution génétique et épigénétique du clone original, et qui se différencie avec différentes fonctions et différentes capacités, dont certaines vont permettre à la cellule tumorale de migrer. Et ces modifications, elles sont donc pour l'essentiel intrinsèques, donc génétiques, modification de gènes, épigénétiques de la régulation de l'expression de gènes, mais aussi évidemment, ce peuvent être des modifications du milieu de la tumeur qui vont favoriser le fait qu'elle puisse à un moment migrer et quitter leur lieu original. On retrouve dans cette discussion du processus de métastase cette notion d'équilibre dont je vous ai parlé initialement au début du cours de cette année, entre d'un côté le fait qu'une réponse immune peut être efficace, donc éliminer une cellule tumorale, et à contrario, un échappement total. Et que souvent, pendant très longtemps, il y a une forme d'équilibre instable qui s'établit entre une réponse immune partielle qui limite la tumeur et donc la croissance tumorale. Et le processus métastatique peut résulter donc de modifications qui font que cet équilibre est rompu et que des cellules vont migrer et échapper à une réponse immunitaire. Et donc, je vous ai déjà montré cette diapo où des modifications génétiques, ici elles sont multiples, c'est augmentation du patrimoine génétique total, délétion d'un morceau de chromosome, mutations supplémentaires, permettent à ces cellules d'acquérir des propriétés nouvelles et de sortir de cet état semi-dormant. Et on l'observe, par exemple, ça a été assez bien décrit pour les cancers du sein, où les métastases peuvent survenir après un très grand nombre d'années, où il y a pendant très longtemps un petit nombre de cellules restent non proliférantes, quiescentes, éventuellement associées avec un infiltrat humain qui en limite le développement. Et puis, un jour, si je puis dire, après une modification, donc ces cellules migrent et disséminent. Et interviennent toute une série de facteurs dans cette réémergence tumorale au moment du processus métastatique, je vais y arriver. Donc on retrouve des éléments connus liés à l'immunosuppression, la fibrose, une modification de la matrice extracellulaire qui va permettre le passage des cellules et leur transfert, un état immunosuppresseur favorable localement dans un lieu, je vais vous en montrer un exemple de développement, je vais passer ça, pour vous montrer, je vais passer ça aussi pour ne pas être trop long, parce que sinon, d'une manière générale, sans vous donner tous les détails, par exemple, on peut montrer que le risque de métastase est lié, d'une part, en fonction du temps. Plus le temps passe, le risque est relativement diminué, mais la dimension de la métastase initiale joue un rôle. Et les deux éléments importants, c'est le score humain et la capacité d'immunoediting, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu sélection de lymphocytes, de cellules tumorales
qui résiste à la réponse immunitaire, mais c'est un témoin direct qui a eu une réponse immunitaire. Si on a un score immun fort, c'est-à-dire beaucoup de lymphocytes, beaucoup de cellules immunes efficaces au sein de la tumeur, et il y a eu un processus d'immunoediting, donc d'élimination de cellules tumorales reconnues par des néoantigènes, le risque de métastase est faible. Et à contrario, ce qui fait sens, si le score humain est plus faible, moins de lymphocytes présents, effecteurs, et moins d'immunoediting, qui est un marqueur indirect d'une réponse immune moins forte, même si l'immunoediting est une protection de la tumeur contre la réponse immune, plus le risque de métastase est élevé, donc avec une rupture de la balance que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et pour terminer, un mot à nouveau sur les polynucléaires qui semblent jouer un rôle important dans le processus métastatique. Lorsque les polynucléaires sont activés, une de leurs propriétés est de projeter des éléments qu'on appelle les NETs, neutrophil extracellular traps, qui est une matrice faite d'acides nucléiques sur laquelle sont présents toute une série de protéines. Vous avez ici l'image de ces NETs qui sont projetés par les polynucléaires. C'est ce qu'ils font dans un contexte infectieux. Mais il est possible que ces NETs jouent un rôle dans le processus métastatique, donc les polynucléaires associés à la tumeur, parce qu'ils produisent une série d'enzymes, de protéases, qui peuvent dissocier la matrice extracellulaire et permettent donc la libération et la migration de cellules, et aussi inhibent dégradent des protéines qui bloquent la prolifération cellulaire, comme une molécule TSP1, et activer des intégrines qui favorisent la migration. Donc une série d'éléments qui font passage et créent une situation de force mécanique favorable à la prolifération cellulaire et à la migration. Donc ça, c'est un élément possible. Et l'autre intervention qui a été envisagée des polynucléaires, curieusement, c'est qu'ils servent de transporteurs pour les cellules tumorales. Donc il a été montré que l'association entre les polynucléaires et les cellules tumorales dans la circulation pouvait favoriser les métastases vers les poumons. On sait que les poumons sont un des lieux privilégiés de survenue de métastases. Et cela se passe ainsi. Donc, si par exemple on a des cellules de cancer du sein, et il y a une interaction possible entre ces cellules envers les polynucléaires et les cellules tumorales en train de proliférer à travers des molécules dont je vais vous parler dans un instant et la libération de cytokines qui favorisent cette migration. Donc, les données cliniques qui vont en ce sens, c'est la corrélation entre l'observation dans les tumeurs de clusters de polynucléaires et de cellules tumorales. On sait que ceci est de mauvais pronostic dans les cancers du sein, et que parce que expérimentalement, il a été montré que ces duos cellulaires pouvaient migrer, et donc que d'une certaine façon, les polynucléaires servaient de façon étonnante à transporter les cellules cancéreuses qui se développent en métastase au niveau du poumon. Ici, ça vous est montré dans un modèle expérimental chez la souris, où on compte le nombre de polynucléaires dans les poumons en situation, ça ce sont des souris sans cancer, ici ce sont des souris avant métastase, et dans un contexte de métastase, il y a un beaucoup plus grand nombre de polynucléaires. Alors, ça ne suffit pas à démontrer qu'ils ont eu un rôle, mais si on modifie ces souris de telle manière qu'elles n'expriment pas le GCSF, qui est un facteur de croissance qui est nécessaire à la production des polynucléaires, donc dans la pratique, chez ces souris-là, il n'y a plus guère de polynucléaires, eh bien, dans ce cadre-là, on va retrouver, et c'est ici, vous voyez, il n'y a plus de polynucléaires pratiquement, et on va retrouver que le nombre de métastases, de nodules de tumeurs dans le poumon, est infiniment supérieur à ce qu'il est dans des souris où il n'y a pas de polynucléaires neutrophiles. Donc le défaut en polynucléaires réduit le nombre de métastases pulmonaires. Donc c'est l'argument expérimental pour penser que les polynucléaires jouent un rôle dans ce transport des cellules potentiellement métastatiques, en l'occurrence ici le cancer du sein, vers le poumon. Aussi, on peut montrer que le traitement in vitro des cellules cancéreuses dans un milieu conditionné de polynucléaires, donc par des substances fabriquées par les polynucléaires, augmente les métastases pulmonaires, c'est ce qui est observé là, et on peut montrer que ce milieu contient des lipides que l'on appelle des leucotriènes, leucotriène TB4 en particulier, et que l'effet de l'addition de ces leucotriènes a le même effet de migration. Ceci est observé in vivo, et que si on bloque la production de ces leucotriènes, on bloque la survenue de métastases pulmonaires de cancer du sein. C'est cette image-là qui le montre, mais le résultat est celui-là. Donc le mécanisme précis, de quelle manière les leucotriènes agissent dans le contexte du processus métastatique,
Pour l'instant, cela n'est pas connu, mais à nouveau, ce type de résultat est intéressant parce qu'il offre une possibilité thérapeutique de neutralisation de ces leucotriènes comme peut-être agent réducteur du risque de métastase pulmonaire. Je pense qu'on va arrêter le cours à ce stade-là, c'est-à-dire que je n'ai pas tout à fait terminé cet aspect de métastase, mais je reprendrai ces derniers éléments concernant la discussion des métastases dans le prochain cours, avant de commencer à discuter des thérapeutiques qui permettent d'agir sur les cancers en renforçant les défenses immunitaires. Voilà.